L'érosion sera faite différemment, la végétation se propage là où il y a de la terre. Voilà, et il y a donc les formes des rivières qui sont arrondies, il y a des deltas qui peuvent se créer, tout ça, ça fait partie de la simulation. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'on peut interagir avec tout ça. Et appréhender le système, appréhender comment un paysage peut se former, comment un volcan peut se former, comment une rivière peut se former, ce qui est difficile à appréhender dans la réalité, parce que les choses peuvent prendre beaucoup plus de temps. Et là je rejoins un peu le cliché photographique, c'est que finalement ça c'est une version extrêmement simplifiée du réel. Mais on en a extrait l'essentiel pour montrer ce qui nous intéressait. Oui, c'est assez amusant, j'ai pas pensé à ça au tout départ quand on avait commencé à évoquer le sujet, mais l'hypernature, ça me rappelle quand même la caverne de Platon, l'espèce le rapport à la mimésis. Alors, à quel moment, en imitant la nature, finalement, on s'enferme pas dans une nouvelle caverne au sein de la caverne et on perd le contact finalement. Alors c'est bien l'imitation, mais jusqu'à quel point elle nous échappe et quand est-ce qu'elle devient intéressante? Alors c'est intéressant, et je peux vous montrer des vidéos que j'ai tournées sur des volcans actifs. Donc voilà, ça dure 5 minutes, mais c'est vraiment, je suis allé sur le terrain, donc j'étais vraiment dans des cratères, en face de coulées de lave, etc. Et vous allez voir que la sensation est tout à fait différente. On ressent un niveau de complexité qui est démesuré par rapport à ce qu'on vient de voir là. Ça paraît tout plat, après vous allez voir, ça vous paraît complètement plat. Et donc il y a une vraie densité, dans le monde réel qui aujourd'hui est incomparable par rapport à ce qu'on peut. J'aimerais te poser une question. Vas-y, lance ta vidéo. Ouais, mais il peut y avoir du son. D'accord. Moi j'aimerais juste poser une question, c'est toi en tant que créateur, est-ce que tu tends vers cette complexité, vers cette densité-là d'information dans le paysage, ou est-ce que tu préfères justement chercher l'abstraction et chercher l'essentiel? Et pourquoi tu chercherais l'essentiel plus que la densité? Est-ce que ta volonté d'être un démiurge est moins forte que ta volonté d'être un game designer, enfin, ou un truc dans ce genre-là? Bon. Merci David. Il y a deux questions là, donc c'est toujours un peu... Alors sur l'aspect simplification du réel, c'est un jeu là, donc il y a un choix délibéré de simplifier le réel, mais il y a aussi la technologie qui ne permet pas de tout faire. Donc le choix de simplifier le réel, c'est par exemple d'avoir deux types de matière, de la roche et du sable, pour que le joueur puisse clairement identifier ce qui est dur et de ce qui est mou, de ce qui est fluide. Parce que si on commençait à avoir des gradients, ça serait moins évident. Je ne dis pas que ça serait pas intéressant, mais bon, dans un contexte ludique, des fois il faut simplifier un peu. Après, les joueurs peuvent approfondir dans le réel, justement. Et ta deuxième question, c'était par rapport au côté entre démiurge et game designer. À quel moment tu as envie d'être exhaustif en fait dans ce que tu fais? Et à quel point justement la mécanique ludique n'est pas un frein à tes vrais désirs en fait? C'est juste une question, hein, je sais pas. Je dirais que ça fusionne, oui, ça a plutôt tendance à fusionner. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais qui seraient peut-être oui, difficiles à intégrer dans un système de jeu, parce que ça rajouterait de la complexité, mais qui serait sympa, par exemple au niveau de la simulation. On pourrait imaginer que la végétation, quand elle meurt, elle rajoute de la matière. Bon, c'est quelque chose est-ce que ce processus de recyclage qu'on voit à l'œuvre dans la nature en permanence, est-ce qu'il existe déjà dans ces systèmes-là? Est-ce que tu as déjà vu des systèmes de recyclage comme ça, environnementaux, à l'intérieur de monde virtuel, qui amènent une émergence? Tu veux dire, la noisette qui tombe, qui fait fondre le sol, qui crée quelque chose, quoi, mais vraiment... Des choses qui nous auraient surpris, par exemple, oui. Dans la simulation? Oui. Oui, enfin, déjà...
déjà, le fait de voir des rivières se créer, c'est quelque chose qui n'était pas évident, et quand on l'a vu pour la première fois... C'était pas évident ou c'était pas envisagé? Est-ce que vous avez dit, il va probablement se créer des rivières? Ça, en fait, ça n'a pas bien marché au départ. Donc on a réglé le système de sorte que ça arrive. On a réglé les paramètres d'érosion de sorte que ça arrive. Alors qu'est-ce que tu veux dire, ça n'a pas bien marché? Bah, au début, par exemple, la terre, elle ne se lissait pas. Et du coup, on se retrouvait avec donc une érosion qui créait des canyons. Des canyons profonds. Et d'ailleurs, c'était super foireux pour le gameplay, parce que les hommes ne pouvaient plus passer, c'était des obstacles incommensurables. Et il a fallu trouver une solution. Et ça a été une vraie barrière technique d'ailleurs, parce qu'on était au taquet en termes de performance. Et du coup, la solution qu'on a trouvée, c'était de lisser la terre, en fait, qui ressemble plutôt à du sable, de sorte que quand l'eau emporte de la terre, les rives se lissent petit à petit. Et c'était crucial pour voir des deltas se former, voir des rivières sinueuses. Et on ne savait pas si on allait atteindre des phénomènes avec des rivières sinueuses. Ça nous a surpris, parce qu'on aurait pu juste avoir, oui, ok, on a de l'érosion, ça creuse, et puis ça lisse les bords, et ça reste tout droit. Alors je vais vous montrer quelque chose. Des aberrations qu'on a pu avoir. Finalement, à quel niveau, vas-y, lance ton truc, mais à quel niveau le bug est souhaitable? À quel moment notre monde résulte d'un bug en fait? Regardez, alors ça c'est... Alors pardon, c'est sur mon écran pour l'instant, je lance. C'est juste une image. Ce sont des coulées de lave anguleuses. Alors, voilà, donc c'est exactement le type d'émergence qu'on découvre quand on joue avec une simulation comme ça, qu'on la règle. Donc on ne verrait pas ça dans le monde réel, enfin peut-être, je ne sais pas. Mais là, les paramètres de fluidité de la lave, de solidification de la lave étaient tels que on a eu cette émergence. Et puis, on a eu ça aussi, donc des patterns très symétriques. Donc là c'était de la lave, hein. Le visuel ressemble à de la terre, mais c'était de la lave. Et il y a un côté cellulaire d'ailleurs, au centre de l'image, ça ressemble... En fait, si on jouait ça en accéléré, on aurait pu voir des phénomènes qui ressemblent à des divisions de cellules. Enfin, c'était super étrange. Donc créer de la simulation, du virtuel, c'est compliqué, parce que il y a plein d'effets de bord. Ce qu'a fait la nature, notre monde réel, toutes les règles qui font l'objet d'études, notre monde est super complexe. Il y a peut-être des règles super simples derrière, mais chercher exactement à reproduire le monde réel, c'est compliqué. Alors justement, si on ne cherche pas à reproduire le monde réel, si on cherche à trouver la nature dans ce qu'elle a de plus adapté à son support, les coulées de lave angulaires par exemple, est-ce qu'on n'est pas plus proche de l'expression du médium sur des coulées de lave angulaires qu'en essayant de reproduire et en codant des règles comme ça méta qui encadrent des choses pour que ça ressemble à la réalité? Est-ce que finalement la finalité... Je pense qu'il faut s'éloigner de la pure ressemblance de la réalité. Je pense qu'Eric, tu dois connaître ça toi, forcément à différents moments en étant game designer. C'est bien un moment où le réalisme finit par nuire au gameplay et on finit par se dire on va pousser le réalisme jusqu'à un certain point pour que le joueur il trouve ses marques, qu'il se sente dans un univers qu'il comprend, et en même temps on va finir par les arrêter à un certain niveau, parce que finalement si on est trop proche du réel, on s'emmerde et on est censé quand même offrir du ludique aux joueurs. En plus, je suis vraiment pas sûr que notre rôle en tant qu'auteur, ce soit de juste reproduire plus ou moins bien la nature, mais soit plutôt finalement d'amener une nouvelle nature, de recréer une autre forme de nature qui soit spécifique peut-être au virtuel, ou en tout cas qui soit peut-être Eric aura la sienne, à la limite peut-être que chaque créateur aura la sienne, mais
en tout cas, la pure reproduction, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure avec la mimésis, n'est pas spécialement intéressante en tant que telle. En fait, c'est pas une finalité en soi. Tout dépend de ce qu'on cherche à atteindre. C'est la fin qui justifie vraiment les moyens. Et là, l'objectif, c'était de donner une expérience sur le passage du temps, de compresser les échelles temporelles, de sorte qu'on puisse voir de l'érosion à notre échelle de temps, à nous, les hommes. Et c'était important d'avoir un minimum de réalisme, parce que c'est pas absolument, c'est pas d'un réalisme absolu, hein. C'est une approximation. Est-ce que le média jeu vidéo, de par à la fois la technologie qu'il porte pour la simulation et à la fois son ancrage dans le visuel, parce que c'est une image, est pas du coup plus difficile pour cette expression de nature vraiment différente que par exemple dans l'écrit, où même si on va utiliser des mots, on s'appuie quand même sur la capacité d'imagination des lecteurs, et du coup on se retrouve avec quelque chose de potentiellement plus délirant ou plus complexe, sans perdre totalement la personne, alors que si on faisait une nature complètement délirante visuelle, on n'aurait peut-être pas de prise dessus, on décrocherait les gens, non? Dans le roman, ce qu'on donne, c'est des mots. Donc on est connecté au lecteur, pas par de l'image ni de l'expérience sensible à travers une interface informatique, mais simplement des mots en fait. Donc quand on parle quand on crée une nature étrangère ou quand on recrée une nature, tout ce sur quoi on va s'appuyer, c'est sur les connaissances de langage, enfin le langage commun que l'auteur a avec le lecteur, et les souvenirs qui sont rattachés à ces mots, les souvenirs personnels du lecteur rattachés à ces mots. Donc ce qu'on communique, c'est ce qu'on essaye de faire en créant des natures étrangères, on le fait à partir finalement uniquement de l'expérience humaine du locuteur. Donc c'est orthogonal par rapport à vous. Mais je voulais, je profite du micro. Je suis tout à fait d'accord avec Jeanne quand elle. Il y a Stevenson qui disait, pas Neil, Robert Louis, qui disait que l'art commence là où finit la vie. Et je trouve que dans From Dust, c'est pas tant, je trouve. On est dans un rapport symbolique, et là où il faut chercher la nature, ou en tout cas la nature extérieure à l'intérieur de Dust, c'est dans ses fonctionnalités. Quand on a créé les formes de vie de Dust, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'on en avait imaginé une bonne quarantaine de formes de vie, et finalement il y en a 4 ou 5, mais en tout cas, celles qui restent sont représentatives de ce qu'on voulait faire quand même. Ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose qui symbolise une fonction vitale, justement. Et les formes de vie qui ont été inventées n'existent pas dans le monde, mais il ne fait aucun doute qu'elles sont vivantes dans ce monde-là. Parce que à un niveau symbolique, ça marche parfaitement. Pour passer à autre chose, mais pour réagir à toi, ce que tu disais juste avant, je trouve que ta problématique, elle est complètement au cœur d'un roman de Egan qui s'appelle Isolation, et qui est le rapport entre justement le rapport naturel qu'il peut y avoir et l'écart par rapport à la nature fonctionnelle entre le monde virtuel et la réalité, notre réalité. Et je me rappelle qu'il y a dans le roman, le héros en fait, c'est une copie numérique d'un personnage, et qui est très en colère contre son créateur, enfin contre son image dans le monde réel. Donc qu'est-ce qu'il fait pour faire chier son créateur? Il fait couler de l'eau dans le monde virtuel, parce que c'est gourmand, très gourmand en ressources, et ça va lui coûter du pognon en fait. Voilà.
Non, en fait, donc, sur le concept que effectivement l'écrit se repose sur les mots, donc il y a un langage commun qui est inévitable et que le reste est fait par l'imagination, par l'esprit et par ce qu'on a dans la tête. Est-ce que le pixel, du coup, dont tu parles notamment dans la description de la conférence et dont tu parlais tout à l'heure, le pixel vivant, est-ce qu'il n'est pas voué pour exprimer une nature différente, plus alien finalement, à ce qu'on soit plus capable de le comprendre, parce qu'aujourd'hui on est obligé de faire des trucs qui ressemblent à la nature. En fait, on n'est pas obligé, c'était vraiment un choix. Non, mais si on fait un truc qui est trop alien visuellement, personne ne l'appréhendera en fait. Alors ça dépend. Ça dépend. En fait, est-ce que nous ne sommes pas en train de développer, alors que nous sommes en train de nous enfermer dans ces cavernes visuelles d'ailleurs, c'est pour ça que les romans ne sont pas forcément des cavernes, parce que ce sont des mots et pas des images. La caverne, ce sont des images, ce sont des cibles qu'on fait danser sur un mur et qui sont éclairées par une flamme qui n'est pas le vrai soleil. Le vrai soleil est caché, on ne le voit pas. Est-ce que nous ne sommes pas en train de développer, et c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser maintenant, avant que ça parte en vrille justement, et qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe, que nous devons et nous sommes en train de développer un nouveau sens, d'une certaine manière, face au pixel, face au virtuel, face à la densité virtuelle, aux espaces virtuels. Un sens que moi, j'ai pas de nom pour ce sens réellement. Je pense qu'on peut le retrouver dans toutes les cultures chamaniques, on peut le retrouver du Kundalini là, enfin le troisième œil, tout ce que vous voulez quoi. Moi j'appelle ça de l'empathie. C'est-à-dire, est-ce que nous allons être capables, nous, en tant que civilisation, d'ouvrir suffisamment notre esprit à accepter que quelque chose qui ne soit pas référencé comme étant la réalité officielle de l'univers que nous partageons, et puisse susciter en nous des émotions et des interactions aussi puissantes que la réalité. Je ne dis pas plus forte, attention, on n'est pas dans un rapport de force, on est dans un rapport d'équivalence. Parce que pour moi, la balance est au cœur du monde, et notamment la balance entre ce que l'esprit pense être la réalité et ce que la réalité nous renvoie comme signaux, comme ce qu'on appelle en jeu vidéo du feedback, the rewards. Parce que c'est le même processus qui est alors, quoi. C'est ce sens, on active et on reçoit, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde où finalement on reçoit, mais on en parlait hier, on n'active plus en fait, quoi. On n'a plus cette capacité de vouloir activer, de vouloir pénétrer les choses. On se laisse prendre. Et là, on est dans la dystopie, on est dans l'horreur de la caverne, nous passifs, enchaînés sur nos écrans,